Donc, merci de nous rejoindre pour cette webconférence sur le sujet de l'adaptation de la selle au cheval, euh, qui, qui est en train de se répandre en France sous l'étiquette anglo-saxonne de saddle fitting, ce qui se comprend parce que les pays anglo-saxons étaient bien en avance par rapport à nous pour comprendre l'importance du sujet, qui est très très complexe. Donc vous imaginez bien qu'en 20 minutes, je pourrais vous en donner que quelques bases et quelques points essentiels, ainsi que j'espère bien quelques actions concrètes que vous pourrez mener dès ce soir en rentrant à l'écurie. Alors d'abord, un petit peu de terminologie, parce qu'on est un petit peu perdu avec toutes les étiquettes que se donnent les professionnels de la sellerie. On entend parler de saddle fitter, de consultants, d'ergonomes équins, et puis tout simplement de selliers ou de commerciaux, ou de techniciens. Donc en fait, je pense qu'il faut passer au-dessus de ces étiquettes et essayer de comprendre l'ensemble de savoir-faire et de savoir-être du professionnel que vous avez en face en le questionnant un petit peu sur son parcours et en essayant d'identifier ses savoir-faire. Donc principalement, il y a 3 niveaux de savoir-faire qui sont complémentaires. Le premier, c'est déjà de savoir évaluer une selle. Une fois de plus, si on est là, c'est pour que je vous en donne les bases, mais le professionnel, évidemment, a un savoir plus développé, des connaissances en technologie, en biomécanique plus développées. Il apportera son expérience, même si le but est que vous ayez de plus en plus une certaine autonomie en la matière. Deuxième niveau de savoir-faire, c'est spécifier des modifications si besoin est. Ce qu'on est capable de faire quand on connaît bien une marque, parfois c'est plus compliqué si on ne connaît pas la technologie, les spécificités d'autres marques. Donc bien souvent, le saddle fitter, finalement, il fait commerce de ces marques et c'est vrai que la frontière est ténue entre commercial et saddle fitter. Le troisième niveau de savoir-faire, c'est d'être capable de modifier des selles. Alors, il y a des modifications très simples, comme changer une arcade, un peu plus compliqué, de rembourrer la laine s'il s'agit de panneaux laine. J'attire l'attention que c'est une manœuvre qui demande pas mal d'habileté, sinon on fait vite des trous, des bosses, des asymétries, des duretés. C'est pas si simple que ça en a l'air. Ensuite, s'il s'agit de panneaux de mousse, ça demande une technicité supérieure de le faire, alors qu'il y a un besoin énorme en France, parce qu'il y a une base installée énorme de sels à panneaux mousse et qui peuvent tout à fait être récupérables. Et voilà, et puis peut-être que le plus complexe, c'est de déshabiller une selle western, de resculpter l'arçon, de la rhabiller. Donc, comme vous voyez, il y a plusieurs niveaux de technicité. Quant au savoir-être, pour moi, c'est euh, principalement l'objectivité, des qualités pédagogiques et puis la capacité à discuter avec toute l'équipe qui entoure le couple cavalier-cheval. Donc voilà tout ce qu'il faut pour essayer de répondre à la question: ma selle va-t-elle à mon cheval? La première façon d'y répondre, c'est tout simplement de lui demander, parce que les chevaux parlent s'ils nous écoutent. Et Christine Briand, lors de la conférence sur l'importance du harnachement, vous a déjà donné pas mal de signaux, euh, d'appels qui peuvent faire penser à un problème de selle, alors qu'ils soient spécifiques à la selle, comme par exemple des poils blancs, des zones d'absence de transpiration, ou moins spécifiques, comme un mauvais comportement au sanglage, une amyotrophie ou des problèmes de rétivité, cabrade, etc.
il y a 2 messages là-dedans qu'il faut retenir. Le premier, c'est que, il ne faut pas généraliser. Faut pas normaliser, je veux dire. Les chevaux qui ont des mauvais comportements expriment un inconfort et, il ne faut pas, comme les récentes études le montrent, les normaliser et simplifier en disant il a toujours fait comme ça ou il a mauvais caractère. Euh, donc chacun de ces signaux peut avoir une autre cause. Euh, un, un, parage loupé, un mort inadapté, une équitation trop pressée ou trop coercitive, ou une boiterie subclinique. Mais le message, c'est que commençons par éliminer la selle comme cause possible, c'est pas le plus compliqué, avant de se lancer dans des investigations coûteuses chez le vétérinaire ou chez le comportementaliste. Une autre façon de demander au cheval ce qu'il en pense, c'est d'utiliser la mesure. Euh, parce que la mesure va parler à la place des chevaux. La très bonne nouvelle, c'est que les technologies de pointe, la technologie sort des labos pour arriver sur le terrain. Aussi bien l'analyse de mouvement qui consiste à placer des capteurs lumineux qui sont filmés et ensuite sur l'ordinateur, leur déplacement est, euh, est reconstitué pour évaluer la locomotion du cheval. Euh, on va citer aussi les centrales inertielles parce que ce qui est génial, c'est qu'elles sont devenues maintenant assez miniaturisées pour être placées sur le dos du cheval sous la selle et sous le cavalier. Et là, ça va nous parler de la mobilité du dos et de la modélisation du dos qu'on pouvait très difficilement faire auparavant dans la situation équitation. La thermographie se répand, elle est très intéressante pour déterminer des zones d'inflammation sur le cheval. Le lien avec le saddle fitting est loin d'être démontré, comme le montre une étude de la Society of Master Saddler en Angleterre qui a montré que le parallèle était loin d'être évident. Et ensuite, toutes ces, tous ces outils sont encore sous forme de prestations au service des couples cheval-cavalier. Avec les objets connectés, là, le cavalier gagne en autonomie pour évaluer objectivement les progrès et les conséquences de ces choix de ces choix de travail, d'alimentation, tout ce qu'il peut décider pour son cheval et lui-même. En matière de selle, l'outil de choix, c'est l'outil de mesure de pression. Dans tous les domaines du sport, de la médecine, de l'ergonomie, il est utilisé parce que dans tous les domaines, la surpression, c'est un ennemi à combattre. Ça cause de la douleur, ça cause des contractures, ça empêche la circulation sanguine de fonctionner bien, aussi bien dans le transport des nutriments, le transport de l'oxygène dans le sang, que dans l'évacuation des déchets. Et ce que je voulais dire, c'est que ce n'est pas tant les valeurs absolues qui nous intéressent que l'homogénéité de la répartition des pressions. Ce sont les zones de pression de petite taille qui sont délétères et le cheval n'échappe pas. Il ne peut pas faire exception. Alors, je vous montre quelques exemples de mesures que j'ai réalisées depuis 10 ans. Vous aurez le temps de les détailler lorsque vous aurez le document. Une petite remarque, c'est que ces mesures de pression, au cas par cas, elles nous servent à évaluer l'adaptation. Une selle adaptée, c'est une selle où les pressions sont le plus homogènes possible. Bon, ça se lit de façon assez instinctive, hein, les bonnes valeurs inférieures à 3
newtons par centimètre carré, c'est ce que les études de Zurich ont montré, sont bleu-vertes, les pressions commencent à être nocives ou douteuses à partir du jaune, et à rouge, on est sûr qu'il s'agit de douleur. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'à force de faire des cas, on repère, on repère des schémas répétitifs. Et là, on va au-delà. C'est plus un bête problème d'adaptation, c'est un problème de conception. Et là, c'est intéressant d'aller discuter avec le cellier qui écoutera ou pas et qui éventuellement modifiera ses choix de conception. Et c'est ce qui s'est passé avec plusieurs celliers français, et ça, c'est une très bonne nouvelle aussi. Alors, le tapis électronique, ni de ces capteurs de pression, ne parle, donne aussi des infos sur l'impact du cavalier. Et les récentes recherches de Centaur Biomécanics, de Stu Dyson de l'Animal Health Trust en Angleterre, ou des Suédois qui avancent très vite en ce domaine, hein, montrent qu'on a sous-estimé l'impact du cavalier. Le tapis électronique nous donne quelques caractéristiques du cavalier. Par exemple, son asymétrie. Son asymétrie a une première conséquence, c'est que le cheval va être chargé de façon asymétrique sur son côté gauche comme sur son côté droit, par rapport à son côté droit. Donc c'est un peu comme si vous, à la salle de gym, vous portiez une haltère qui a 8 kg d'un côté et 12 kg de l'autre. Donc ça, c'est embêtant. Mais encore plus embêtant, c'est si vous lisez l'image, c'est que votre asymétrie tire la selle d'un côté, et donc même une très bonne selle comme celle de l'image va se retrouver plaquée contre le garrot. Or, c'est une zone sensible. Vous savez que de la colonne vertébrale émerge des nerfs, qu'elle est entourée de tissus mous comme le ligament supraépineux, sont des structures innervées et fragiles. Donc, on ne peut pas accuser la selle. Là, c'est le cavalier qui est coupable, et on verra quel plan d'action on peut mettre en place. On peut étudier aussi la localisation des pressions. La position du cavalier, son choix de position influe. Un cavalier en position chaise, comme on dit, avec la jambe en avant, va infliger des pressions à l'arrière, alors que une cavalière plus alignée, selon la position classique, et je peux dire que les lois de la physique ont tendance à confirmer que la position classique est la meilleure, va mieux répartir les pressions. En l'occurrence, cette image correspond à une cavalière novice, très raide, dont le trot assis et le trot enlevé ne sont pas du tout synchrones avec le cheval, avec une main pas fixe. Et là, le cheval a un dos creux, donc il y a des pressions à l'avant et à l'arrière, et pas au milieu. Alors que sur le même cheval avec la même selle, la cavalière plus experte montre qu'une fois de plus, la selle n'était pas en cause. Un autre une autre caractéristique du cavalier est la force qu'il exerce sur le dos du cheval. Un cavalier expert, typiquement, exerce 2 fois son poids sur le dos du cheval en moyenne. Un cavalier novice, beaucoup, beaucoup plus. Ça donne envie normalement de travailler un petit peu sur sa position. Un autre paramètre qu'on peut observer est le déplacement du centre de pression, qui est une fonction du déplacement du centre de gravité. Et on voit que cette petite pelote mauve là au centre, entre les deux panneaux, est plus ou moins agitée selon l'expertise du cavalier. Et enfin, il y a une qualité que le cheval doit beaucoup apprécier, c'est la synchronisation. Euh, la capacité du cavalier à se synchroniser avec lui, et elle est révélée par la forme des courbes de pression, une belle sinusoïde régulière pour le cavalier expert, et quelque chose de très désordonné pour le cavalier novice, qui rend la situation très difficile à analyser
parce que c'est difficile de repérer un pic représentatif de la situation, puisqu'il n'y en a pas. Et donc, c'est très difficile d'interpréter les responsabilités du cheval, de la selle et du cavalier dans ce cas de figure, ce qui est d'ailleurs une grande constante dans les outils de mesure et de la pression en particulier. C'est qu'on mesure une résultante et il reste pas mal d'expertise et d'expertise parfois de plusieurs professionnels avec leur grille de lecture particulière. L'ostéo n'a pas la même grille de lecture que l'enseignant et que le saddle fitter. C'est intéressant de travailler en équipe pour démêler les responsabilités des uns et des autres. Alors, euh, très brièvement, je vais rappeler quelques points d'anatomie du cheval et du cavalier parce que ça, ça va euh, être important pour comprendre en quoi l'anatomie de la selle peut euh, lui faire remplir ce challenge d'interfacer du vivant avec du vivant en n'étant pas complètement inerte soi-même. C'est un challenge. Alors, le cheval, évidemment, on pense tout de suite à sa colonne vertébrale. La première image montre quelque chose dont on ne se rend pas forcément compte, c'est que le ligament supraépineux est bien plus large que la taille des épineuses des vertèbres. Donc, c'est bien plus que les épineuses qu'il faut protéger avec la selle. La deuxième image montre la place disponible pour la selle, donc à l'arrière de l'omoplate et en avant de la dernière côte. La dernière photo vous montre la charnière thoracolombaire, c'est-à-dire la jonction entre les vertèbres thoraciques et les vertèbres lombaires qui changent complètement de forme. Euh, c'est pas si évident de la repérer sur un cheval vivant, alors que là, ça a l'air facile. Et la photo précédente, je vous désigne la, la vertèbre thoracique, la 13e, T13, hein, comme on dit, qui est la clé de voûte du dos du cheval, donc l'endroit où notre poids doit se projeter, parce que c'est l'endroit le plus solide de ce pont vertébral. Ensuite, comme on l'a évoqué, euh, les, les muscles doivent être des structures à protéger également. On ne va pas rentrer dans le détail, mais il faut comprendre que sont en jeu des chaînes musculaires et qu'un problème à un endroit donné peut avoir des conséquences à distance. Juste un endroit, juste un exemple, une selle qui appuie à l'arrière du muscle grand dorsal va restreindre la protraction de l'antérieur puisqu'il s'insère à l'arrière de l'humérus. Juste une petite mention sur la ceinture scapulaire, parce que les muscles du dos, bon, on les voit, donc on, on y est attentif. Euh, les muscles de la ceinture scapulaire sont là pour suspendre la cage thoracique entre les épaules, étant donné que le cheval, comme vous le savez, n'a pas de clavicule. Et il y a un muscle que tout le monde ne connaît pas qui s'appelle le muscle dentelé ventral du thorax, ce muscle jaune que l'on voit de profil en jaune et en coupe qui est en couleur bleue. Euh, eh bien, ce muscle agit comme deux grandes mains qui suspendent la cage thoracique entre les épaules et dans le, bien souvent, leur développement est asymétrique entre la droite et la gauche, ce qui est une cause majeure d'asymétrie du cheval, qu'elle soit cause ou conséquence d'autres asymétries, puisque tout est lié. Et on en verra les conséquences en matière de sellerie.
un petit peu plus loin dans la présentation. L'anatomie du cavalier, on va peu en parler. En ce moment, ce qui fait grand bruit, c'est une étude sur le poids maximum qu'un cheval pourrait porter, qu'on a évalué à 15%, mais voilà, c'est plutôt pour fixer les idées, parce que évidemment, ça dépend de l'expertise du cavalier et de la morphologie du cheval et de l'activité qu'on lui demande. Euh, et on a quand même démontré qu'à partir d'un certain poids, un cavalier créait des irrégularités qui allaient jusqu'à la boiterie. Donc il y a parfois incompatibilité et la selle a un rôle à jouer pour augmenter la tolérance. Ensuite, comme tout être vivant, comme le cheval, nous sommes tous asymétriques. Généralement, un droitier a une épaule droite plus basse que l'autre, une épaule plus avancée que l'autre, une jambe plus longue que l'autre, une hanche plus basse que l'autre et plus avancée ou plus reculée que l'autre. On a tous une vrille dans le corps, comme le cheval, et voilà, le challenge de la selle, c'est de faire communiquer une vrille sur une autre vrille. Et des études récentes montrent une fois plus, en combinant tous les outils dont on a parlé précédemment, analyse de mouvement, centrale inertielle et tapis à capteur de pression, que le cavalier a tout intérêt à travailler sur lui-même pour améliorer sa symétrie, parce qu'il y a un vrai impact sur la mobilité du dos, sur les angles des différentes articulations des chevaux. Et plusieurs études montrent que un programme de type pilates, stretching, yoga de 8 semaines améliore la symétrie et la position au sens alignement du cavalier. C'est donc une recommandation majeure en ce moment que le cavalier travaille sur lui-même. Sur la petite photo de gauche, je vous propose l'exercice dit de la sirène. On s'assied sur un côté et puis on s'incline du côté où on est assis et on revient en contractant les obliques. Ce simple petit exercice, je vous le recommande parce que vous allez prendre conscience de à quel point vous êtes asymétrique. Et je pense que ça aide à comprendre ce qu'on demande au cheval. On lui demande de galoper aussi bien à droite qu'à gauche, de faire ses appuis aussi bien à droite qu'à gauche. Et nous, ce simple petit exercice, on a du mal à le faire. Donc voilà, c'est une des actions concrètes que je voulais vous proposer. Essayez et motivez-vous pour travailler sur vous-même. Alors, quels sont les principaux éléments de la selle qui va l'aider à remplir sa mission? D'abord, son squelette, la partie la plus importante, c'est l'arçon. Traditionnellement, il est en bois et on le fabrique en utilisant des formes en alu en général qui représentent différentes formes de dos. Aujourd'hui, on utilise beaucoup de matériaux modernes en alternative, que ce soit du PVC, de la résine, du carbone ou un mélange de tout cela, ce qui donne différents degrés de flexibilité. Mais on manque d'études à ce jour pour savoir où est la localisation idéale de la flexibilité et son degré idéal. Là, je vous montre une selle qui est exagérément flexible, comme on l'a évalué à l'aide du tapis électronique. Et donc, voilà, il y a un compromis de flexibilité à trouver, sans quoi le cheval n'est plus protégé du cavalier. Un autre argument marketing très répandu, c'est la capacité d'adaptation de l'arçon. Alors, bien sûr, un cheval, ça change tout le temps, ou alors on change de cheval. Donc l'adaptabilité est évidemment intéressante. Il faut bien prendre conscience que ce n'est pas parce qu'on change
une largeur, l'angle de la tête de l'arçon, que ça va changer les angles tout le long du dos du cheval, et ni son rayon de courbure vu de profil. Donc, il y a des limites à cette adaptabilité qu'il faut cerner, d'autant plus qu'il n'y a pas de standard. Comme vous le voyez, il existe des formes de têtes d'arçon différentes, des longueurs de pattes d'arçon différentes, et il n'y a pas de, il n'y a pas de standard à ce jour, et c'est pas toujours évident de, de s'y retrouver. Un élément d'importance, c'est le couteau d'étrivière. Des études montrent l'impact sur la position du cavalier de différentes positions du couteau d'étrivière. Ensuite, la, la photo du cheval, sur la photo du cheval alezan, on voit un arçon qui correspond bien au dos du cheval, c'est appréciable, mais on voit un couteau d'étrivière articulé. Ça, attention, à moins d'une protection particulière, ça donne des points de pression quand le cavalier est en appui sur les étriers, des points de pression absolument considérables dans la zone interdite. Alors, il existe de plus en plus de couteaux sur lesquels on peut régler la position, ça c'est très intéressant. Et vous voyez sur la dernière photo la conséquence néfaste de couteaux trop avancés sur la position de cette cavalière. Donc, il faut penser aussi au couteau. L'élément très important aussi d'une selle sont les panneaux. Alors, je distingue panneau, qui est l'enveloppe et qui doit avoir une forme particulière, adaptée à la musculature du cheval, à ses concavités, convexités, au fait que le cheval est fait en montant, descendant, etc. Et on distingue les panneaux de la matelassure. La matelassure, c'est ce que le panneau contient. Alors, il y a beaucoup de discussions véhémentes en ce moment sur quelle est la meilleure matelassure possible. Donc, sachant qu'il existe de nos jours trois principales sortes de matelassure, la mousse, la laine et l'air. Alors, il y a mousse et mousse. Elles ont différentes compositions. Soit elles sont moulées, sculptées à la main, soit il s'agit le plus souvent de sandwich de mousse de caractéristiques différentes pour avoir des couches de support, des couches de confort. La laine, c'est pareil, il y a laine et laine, synthétique ou non, et doublée ou non d'une couche de mousse, ce qui est intéressant pour en limiter la, la, pour en augmenter la longévité, parce que chaque chose a ses avantages et ses inconvénients. La laine, a l'avantage d'être confortable lorsqu'elle est neuve, et que l'arçon va bien, évidemment, mais de vieillir, et pas toujours de façon très prédictible. Ensuite, l'air se répand de plus en plus. Il y a des selles qui, d'autorité, offrent des panneaux à air, et de plus en plus, des selliers classiques ou modernes proposent comme une option euh, de convertir leurs panneaux, qu'ils soient mousse ou laine, à, euh, à des panneaux air. Et juste un détail, il s'agit jamais d'air tout seul. Il y aurait un effet de rebond très désagréable, donc c'est toujours des petites poches d'air incluses dans de la mousse pour optimiser l'adaptation et pas faire tout le travail. La gouttière, c'est ce qui sépare les deux panneaux. Elle doit être en rapport avec la largeur des épineuses. Trop étroite, évidemment, c'est nocif. On pose sur le côté des épineuses. Trop large sur une colonne saillante, évidemment, ça ne marche pas non plus. Donc c'est une question de bon sens au-delà de l'argument marketing.
On parlait d'adaptabilité des panneaux. La première photo montre un artisan sellier très expérimenté qui fait partie de nos auditeurs, j'ai vu, en train de modifier sur le terrain des panneaux mousse en les resculptant après les avoir déshabillés. La deuxième photo montre l'utilisation de petites cales qu'on peut inclure dans les panneaux pour en modifier l'épaisseur en fonction du besoin, devant, à l'arrière ou au milieu. Là, il s'agit du dispositif Wintech, qui est vraiment très intéressant et qui donne en plus de l'autonomie à l'amateur éclairé. Euh, une autre façon d'adapter, c'est un nouveau concept, c'est de changer carrément le panneau. C'est le concept de modularité qu'on détaillera un petit peu plus tard. En bas à gauche, on voit un artisan ajouter de la laine dans un panneau pour l'adapter. En l'occurrence, il s'agissait d'un pur sang avec pas mal de creux derrière les épaules et qui nécessitait un ajout de laine, hein, ce qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, relativement facile, mais pas si simple. Il faut se méfier dans ces cas-là de ne pas chasser la laine au niveau des couteaux d'étrivière, et qui est, de toute façon, c'est une zone extrêmement sollicitée de la selle, puisqu'elle s'englage, les couteaux d'étrivière, et beaucoup de force qui s'y exerce. Donc la laine euh, y est vite écrasée. Et la recommandation, c'est de faire vérifier sa selle dans ce cas-là au moins 2 fois par an, et voire de la changer complètement tous les 2. C'est pas si coûteux que ça. La dernière photo montre une selle extravagante, c'est pas si coûteux que ça. La dernière photo montre une très très bonne selle à panneau laine, mais qui correspond à un cheval et ou une cavalière asymétrique. Et vous voyez comme euh, elle s'est tassée, puisque le panneau de droite ne fait plus que la moitié du panneau de gauche. Euh, sur l'anatomie de la selle, on pense moins souvent aux contre-sanglons, à la place des contre-sanglons. Or, leur positionnement est clé pour assurer la stabilité de la selle sur le cheval, et en la positionnant à la place idéale qu'on a vue entre l'omoplate et la dernière côte. Il est appréciable d'avoir plusieurs options, et je voulais souligner que dans le cas des selles monoquartiers, il faut éviter les contre-sanglons attachés directement au quartier, parce qu'ils imposent une place et que ça ne convient absolument pas à tous les chevaux, alors que dans la dernière photo, les contre-sanglons de la selle monoquartier sont dans une manche, ce qui donne des degrés de liberté. Alors, le côté cavalier, bien sûr, c'est très important que la selle soit adaptée au cavalier, parce que si lui est contracté, gêné, il va gêner le cheval. Mais bon, lui, le cavalier a le téléphone, il peut s'exprimer, donc on va passer beaucoup plus vite. Évidemment, il existe plusieurs formes de sièges pour différentes anatomies, des sièges plus ou moins larges, plus ou moins longs, et avec une enfourchure qui va correspondre à différentes particularités anatomiques des hommes et des femmes, ou des femmes entre elles aussi. Bon, les quartiers qui dépendent de la discipline, les taquets qui ont leur importance. On voit sur cette cavalière, cette très bonne cavalière, que sur cette selle-là, les taquets lui reculent exagérément la jambe et la gênent, ce qui n'est pas le cas, sur d'autres selles. Alors, Christine Briand euh, nous, nous a euh, introduit
la mission de la selle. Et, et comme il n'y a pas d'apprentissage sans répétition, je voulais la reprendre. C'est d'autant plus important que si de tout ce que je vous ai dit, ce que je vous aurais dit aujourd'hui, vous ne retenez que ça, vous pourrez déjà éviter, éviter les pires erreurs à vous et peut-être à ceux qui vous entourent. Donc, vraiment, essayez de retenir simplement ces trois mots, cette petite ritournelle, épargner, répartir, équilibrer. La selle doit épargner la colonne vertébrale, euh, y compris au garrot. Vous voyez sur la deuxième photo un garrot complètement comprimé dans un carcan, c'est juste inacceptable. Et les conséquences sont en général de très mauvais comportements et des amyotrophies tout à fait typiques. Donc répartir de façon homogène les pressions, on a vu l'importance de répartir les pressions. J'ai fait exprès de choisir des photos vues de l'arrière parce qu'on est un petit peu au courant qu'à l'avant, il faut que la selle soit adaptée à, à, à la musculature et au squelette du cheval. À l'arrière, on en est un petit peu moins conscient. Donc les photos montrent bien la première, une selle bien adaptée à l'arrière, avec une surface d'appui importante. Et dans le cas de la deuxième, dans notre jargon, on appelle ça poser sur la tranche. Donc la surface d'appui est réduite puisque les angles sont inappropriés. Et pour la petite histoire, c'est cette selle-là qui m'a valu quelques vertèbres de casser et de réfléchir au problème de la selle. Enfin, équilibrer le cavalier, c'est lui permettre de se décontracter et d'être aligné sans avoir à forcer, de pouvoir passer facilement du trot assis, du trot enlevé, d'être stable et synchrone, parce que autant répartir la pression, c'est important parce que dans le cas contraire, le cheval va subir de la douleur. Avec un cavalier qui est mal équilibré et pas assez stable, il n'y aura pas de douleur à court terme, mais il y aura beaucoup de pénibilité, comme si une patineuse gigote au-dessus de son patineur au moment d'un porté. Donc il n'y a pas de douleur à court terme, mais il y aura de la pénibilité qui va probablement se traduire en problèmes de santé plus subtils et à plus moyen terme. Alors, une fois de plus, c'est impossible en 20 minutes de, 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 rentrer dans tous les détails, mais j'ai un livre qui va être édité par l'IFCE et qui va sortir très bientôt euh, où vous pourrez découvrir tous les détails qui déclinent les trois grandes missions qu'on vient de voir. Un mot quand même, euh, un, un, un dos de cheval, c'est une surface éternellement mouvante. Les matériaux aussi ne sont pas inertes. Regardez la différence entre les panneaux sans la charge du cavalier et avec la charge du cavalier. Donc il est absolument impossible de s'affranchir d'évaluer la selle en dynamique. Le premier point, c'est la compatibilité avec le cavalier. Bon, bien sûr, taquet, quartier, mais siège. Un siège trop court, c'est absolument délétère. Il y a un énorme point de pression à la charnière thoracolombaire, hein, qui est une zone excessivement sensible. On peut observer aussi donc, la différence d'alignement de ce cavalier alors qu'il y a simplement 15 mm de plus sur la photo de droite que sur la photo de gauche. On, et le, 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 choix de fonctionnement, le choix de position du cavalier peut être choisi par le cavalier, mais certaines fois, comme là c'était le cas, induit par une selle inadaptée. Cette position chaise qui se normalise, qui est un petit peu trop normalisée, est cause de beaucoup de dorsalgie. Donc une selle qui n'est pas adaptée au cheval,
qui va donc faire plonger le cavalier ou en avant si elle est trop large ou en arrière si elle est trop étroite, peut être cause de dorsalgie. Mais, et de la même façon, si la selle n'est pas adaptée au cavalier. Les 3 autres points qu'on peut regarder en dynamique, c'est la stabilité verticale. On veut éviter un mouvement trop important à l'arrière de la selle parce que son instabilité créera de l'inflammation. On a dit que la pression était l'ennemi numéro 1, mais le deuxième ennemi, c'est la stabilité. On doit vérifier que la selle n'avance pas, ne recule pas, et on doit vérifier que la selle ne tourne pas. Or, c'est un phénomène de plus en plus courant parce que, paradoxalement, les selles vont de mieux en mieux et, et au lieu d'être ancrées par les points de pression, au lieu de faire pince à linge sur le garrot, eh bien, les selles qui répartissent bien les pressions mettent en évidence le phénomène d'asymétrie qui était préexistant et ne sont donc pas à mettre en cause. Je voulais vous donner un conseil aussi, c'est d'apprendre à mesurer votre cheval. C'est un super outil de bilan. Euh, ça vous donne un langage commun avec votre cellier et éventuellement avec les autres professionnels, parce que mesurer le cheval et le suivre au cours du temps, c'est une façon de faire un bilan par rapport au côté judicieux de vos décisions, que ce soit en matière de sel, d'alimentation, de gymnastique, etc. Et je vous laisserai détailler tranquillement ça dans le livre à venir. Il est intéressant aussi de photographier son cheval. Alors, vu de profil le long d'un mur en parpaing, c'est idéal parce que ça donne des infos sur la ligne de dos. Souvent, on s'intéresse à la largeur au garrot, alors que la ligne de dos, c'est aussi très très important dans le choix d'une selle. Et la dernière photo intéressante, c'est celle en bas à droite, prise d'un montoir, le cheval étant au carré, où vous photographiez euh, en particulier ses épaules, et vous allez vous apercevoir que dans 90% des cas, les épaules sont extrêmement différentes. Et ça va vous donner des pistes de réflexion et des pistes de travail pour gymnastiquer le cheval. Lorsque vous mesurez votre cheval et que vous le remesurez 6 mois après, vous pouvez parfois avoir des grosses surprises. Euh, euh, la jument décrite en haut a pris, vous voyez, plusieurs centimètres de musculature et peut-être un petit peu aussi de gras, mais la connaissance de musculature grâce à un travail adapté qui fait que sa première selle ne peut juste pas aller. Et une fois de plus, ce n'est pas la selle qu'il faut accuser, il faut juste se réjouir. Réciproquement, le deuxième cheval a perdu énormément et le fait d'avoir mesuré en fait prendre conscience et discuter avec les autres professionnels pour en comprendre les causes. Il y a un cas particulier que je voulais quand même citer, c'est l'idéal, bien sûr, c'est d'avoir une selle pour chaque cheval. Pour certains professionnels, c'est impossible d'avoir 15 selles pour 15 chevaux. Donc, on les encourage à apprendre à mesurer aussi pour évaluer dans quelle mesure une même selle peut aller à plusieurs chevaux différents. Là, vous apercevez que entre les deux juments des couleurs euh, rose et rouge, peut-être qu'avec un petit pad, on va combler la différence et que la même selle peut être utilisée sur les deux juments. En revanche, le cheval décrit en vert a non seulement un garrot beaucoup plus large, mais une ligne de dos tellement plus plate que c'est juste impossible. Donc les selliers vont peut-être être contents de m'entendre dire qu'il faut catégoriser les conformations et peut-être avoir au moins 2 selles, voire 3 selles dans une écurie, dans une écurie de professionnels.
Un cheval, ça change tout le temps. Il y a beaucoup d'études qui le montrent, ça change au cours de l'année et ça change même au cours de la séance. Une séance bien menée, parce que la selle va bien, parce que les exercices sont bien choisis, euh, euh, avec ce simple petit outil de FlexiCurve qui a l'air de rien, on a un degré suffisant de précision pour montrer que même au cours d'une séance, il y a une évolution du dos. Donc, il faut que la selle ait un certain degré de tolérance. Et lorsque les modifications de volume, pour une raison ou une autre, sortent de ce degré-là, c'est là que un pad peut rendre service. Et simplement, un pad doit être choisi de façon raisonnée. En mettre un au hasard, on a toutes les chances de gâcher l'adaptation d'une bonne selle. Moi, je pense au pad comme un outil pour optimiser. Il a la même mission, rappelez-vous, épargner, répartir, équilibrer, et je vous laisserai regarder tranquillement, lorsque vous aurez le document, comment ça se décline en critères un petit peu plus spécifiques. Euh, le pad à poche avec ses petits inserts bleus est un outil que je vous recommande. Il y a d'autres outils très très valables, mais c'en est un que je vous recommanderais de posséder parce qu'il peut rendre service, si ce n'est pas à vous, à des personnes autour de vous, à gérer des urgences en attendant le saddle fitter parce qu'il n'est pas question de jouer les apprentis sorciers. La solution d'EHPAD pour gérer les évolutions dans le temps, ce n'est pas la solution la plus idéale. Alors ça, c'est ma vision de la selle du futur. Elle sera extrêmement modulaire pour être plus extrêmement adaptable et on verra si l'avenir me donne raison. Je pense que pour conclure, vous m'avez entendu dire plusieurs fois que c'est important de travailler en équipe. Donc ça fait partie des choses qu'il faut retenir, que le cheval change, qu'il faut travailler en équipe, que vous avez un impact euh, sous-estimé sur le cheval et que j'espère que ça vous motivera à vous inscrire directement en sortant à un cours de pilates pour le moins. Et puis peut-être à avoir ces fameux pas d'insert et de jouer avec modération évidemment, mais jouer à ça, installer des petites cales, un coup à l'arrière de la selle, un coup à l'avant, et faites-vous filmer et observez à quel point le cheval va avoir plus de rebond, va plus traîner les pinces, va être plus sur les épaules, vous serez plus stable, vous serez plus droit. Euh, voilà, c'est ludique. Je vous suggère de créer des petits événements comme ça dans votre écurie pour faire progresser tout le monde. Donc voilà. Euh, Maintenant, place aux questions.